Merde, j'ai complètement oublié de me mettre du parfum. Ouh, je me sens mieux. Je sais pas si vous aussi vous avez des petits rituels un peu débiles comme ça avant de lancer une vidéo que vous êtes obligé de faire, mais moi je sais que je ne peux pas tourner une vidéo si je ne mets pas de parfum, ce qui est débile étant donné que vous ne le sentez absolument pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous retrouver autour du challenge Movie Challenge 2021 créé par Tina la Killer et par Lilith Blog. Ce sont deux super blogs et deux comptes de manière générale sur les réseaux sociaux qui parlent de cinéma, qui sont tenus par des femmes et qui ont aussi une perspective féministe dans l'analyse de leurs films. Personnellement, ce sont deux comptes que j'adore suivre, en particulier sur Twitter, mais je vous invite bien sûr évidemment à aller voir aussi leur blog, c'est un contenu qui est vraiment très riche. Elles critiquent énormément de choses, je sais pas comment elles trouvent le temps de voir tout ça, c'est absolument phénoménal. Et vraiment, autant l'année dernière j'avais raté le Movie Challenge, je m'y étais intéressée assez tard, autant cette année j'ai envie de prendre les choses dès le début d'année. J'avais envie dans cette vidéo à la fois de vous parler de ma watchlist, des films que je vais voir pour le Movie Challenge, mais aussi de vous en conseiller, et tout ça bien évidemment axé sur des films peu connus, mal connus, méconnus, donc toujours dans l'optique de vous faire découvrir des petites pépites un peu cachées du cinéma. J'ai aussi au maximum essayé de faire en sorte que les thématiques de films soient féministes, politisées, ou que ce soit des films réalisés par des femmes. Je vous avoue que ça n'a pas toujours été facile, étant donné, je vais vous avouer une de mes grandes failles, j'ai peu de culture dans les femmes réalisatrices. C'est aussi quelque chose que j'aimerais combler dans cette année 2021. Donc voilà, j'ai essayé au maximum de vous parler de films aussi réalisés par des femmes que j'ai vus, mais j'ai pas pu faire une parité parfaite, parce que je vous avoue qu'effectivement je manque un peu de culture dans ce domaine. Donc voilà, j'ai aussi fait avec la culture que j'ai qui n'est pas forcément parfaite et exhaustive. Je suis pas arrivée à une parité parfaite, je dois vous l'avouer, mais voilà, c'est quelque chose que je compte bien évidemment combler en cette année 2021 et faire la place forte aux femmes. Bon allez, après cette très longue intro, on s'y met, c'est parti. Pour la première catégorie, qui est le film inspiré d'un conte, j'ai envie de vous parler du premier film d'animation entièrement réalisé, tourné et produit au Cameroun. Il s'agit de Minga et la cuillère cassée. C'est un film dont je suis le projet depuis littéralement des années. C'est malheureusement un film qui n'a jamais été projeté en France, par contre il est possible désormais de commander le DVD sur Amazon. Donc je sais, Amazon c'est pas forcément très éthique, bien évidemment tout étant en français. Et donc Minga et la cuillère cassée, c'est l'adaptation en animation d'un conte camerounais. Je n'ai pas encore vu ce film, mais j'ai vraiment très hâte de le voir, et bien évidemment je vais me le procurer pour ce challenge. C'est un projet qui m'enthousiasme, je trouve l'animation très belle, très qualitative. Je trouve aussi que l'histoire de Minga et la cuillère cassée porte tout un message moral qui est très intéressant et qui change complètement de nos standards à nous. Et enfin, vous avez aussi pas mal de chansons originales du film qui sont disponibles sur YouTube avec des clips, donc je vous invite à aller voir ça parce que franchement les chansons sont aussi super sympas, c'est très catchy, c'est très punchy. Donc pour cette catégorie là, ma recommandation et mon envie de visionnage, c'est Minga et la cuillère cassée. Pour le film adapté d'une pièce de théâtre, je ne peux que vous recommander le film de Samuel Beckett. C'est un court-métrage de 20 minutes avec Buster Keaton qui est indescriptible parce que c'est Samuel Beckett. Alors personnellement, moi j'adore son style, c'est mon dramaturge préféré. Ce sont des réflexions qui sont très méta, c'est un film qui est presque parfois un non-film, c'est un film où on essaye de montrer quel est le processus narratif et créatif d'un film. C'est souvent déroutant, parfois c'est drôle. Samuel Beckett était un dramaturge du théâtre de l'absurde. C'est un théâtre où on cherchait surtout à démontrer la futilité de la vie en mettant en avant ses aspects les plus absurdes. Et je trouve que Film de Samuel Beckett est une parfaite représentation. C'est la seule et unique intrusion de Samuel Beckett au cinéma, parce qu'à côté de ça, il a écrit des scripts pour des films, il a écrit aussi des scripts pour des pièces de théâtre, c'est-à-dire où il donnait des instructions précises, mais que lui n'a jamais fait jouer. Je trouve que c'est très intéressant du coup de regarder un film réalisé par un dramaturge de l'absurde qui a autant conscience des mécaniques derrière une création. Ce court-métrage est disponible gratuitement sur YouTube d'ailleurs, c'est un court-métrage muet, donc je vous conseille vraiment beaucoup de vous pencher dessus. Mais personnellement, en faisant des recherches, je suis tombée sur un projet qui me vend du rêve. Je suis tombée sur une adaptation de Rhinocéros de Ionesco, donc Ionesco aussi dramaturge de l'absurde, qui est aussi un de mes dramaturges préférés, qui a fait notamment La cantatrice chauve, qui a été pendant très longtemps ma pièce de théâtre préférée de toutes les pièces de théâtre du monde, remplacée par En attendant Godot, bref. Donc je me suis dit, tiens, est-ce que Rhinocéros, qui est quand même une pièce qui parle de la montée du fascisme, qui est une pièce profonde, dure, je me suis dit, est-ce que ça a été adapté en film ?
Eh ben oui, et ça a été adapté sous le nom, je vous cite, de Zombie Strippers, avec Jenna Jameson, oui oui, l'actrice porno, dans le rôle principal. Et c'est l'histoire d'une bande de stripteaseuses qui doivent faire face à une invasion de zombies. Le tout, du coup, avec le scénario de Rhinocéros de Ionesco. Je suis terriblement curieuse de voir ce que ça va donner. À mon avis, c'est une série B, un nanar absolument fabuleux, mais il faut que je vois ça. Ce film est Boba Hotep, vous savez, c'est un nanar qui est réalisé par le mec qui a fait la série des Fantasmes, qui parle d'une réincarnation d'une malédiction égyptienne avec une momie dans une maison de retraite où il y a Elvis Presley. Voilà, moi tu me donnes ça, ça me vend du rêve, quoi. Il faut que je me débrouille pour voir ça. Ça a l'air absolument fabuleux. En film d'animation européen, j'ai très envie de voir La Passion de Van Gogh, que je n'avais malheureusement pas vu lors de sa sortie. J'ai l'impression que ce film est d'une beauté plastique absolument incroyable. J'ai l'impression que c'est un film extrêmement audacieux. Et surtout, j'aimerais aussi me renseigner sur le processus de création, sur les making-of, parce que je sais qu'ils avaient utilisé une technique assez avant-gardiste. Et j'aimerais beaucoup voir un petit peu les dessous de la création. Donc clairement pour moi ce sera La Passion Van Gogh. Le film que je peux vous recommander c'est Bird Boy si jamais vous ne l'avez pas vu. Je sais que lorsqu'il est sorti il a fait énormément parler de lui mais j'ai l'impression que depuis il est un peu tombé aux oubliettes. C'est un film d'animation espagnol que je vous conseille à 1000%. Par contre accrochez-vous, c'est très noir, c'est très sombre, c'est très dépressif. C'est un film dystopique qui se passe dans un capitalisme x1000 où on suit les aventures de Bird Boy qui est une sorte de super-héros qui vit dans ce monde-là complètement dysfonctionnel. L'animation est sublime, la narration est pleine aussi de poésie et de lyrisme noir. C'est vraiment un petit bijou de l'animation, c'est politique et poétique. Je sais que je fais toujours ce jeu de mots, mais en l'occurrence ça lui va très très bien. Et en termes d'animation pure, c'est sublime. Un film du studio Ghibli, alors il s'avère que je les ai quasiment tous vus. Un des rares qui me manque, si ce n'est le dernier qui me manque, c'est Souvenir goutte à goutte. Donc c'est clairement celui-ci que je vais voir de mon côté. Je sais pas trop à quoi m'attendre parce que dans Ghibli je trouve qu'il y a à boire et à manger. Mais bon, de toute façon un Ghibli ça fait jamais de mal. Pour le film que je vous recommande, j'ai longtemps hésité entre Souvenir de Marnie et Le Conte de la Princesse Kaguya. Souvenir de Marnie, je trouve que c'est un film absolument sublime, qui prend aux tripes, qui est extrêmement émouvant, qui a un message qui aurait pu être complètement une romance lesbienne et qui en fait passe totalement à la trappe et c'est dommage parce que je trouve que ça lui aurait vraiment apporté quelque chose de plus. C'est donc pour ça que je vous recommande plutôt Le Conte de la Princesse Kaguya, qui en plus de ça a une technique d'animation qui diffère totalement des Ghibli jusque-là. On a quelque chose qui est animé avec du trait, on a quelque chose qui est plus proche en fait des estampes. Ce conte de la princesse Kaguya, c'est un conte traditionnel japonais. Préparez-vous à pleurer. C'est terriblement émouvant, c'est d'une beauté sans pareil et surtout l'animation qui change vraiment de ce dont on est habitué dans l'animation japonaise fait aussi énormément de bien. J'imagine que beaucoup de gens l'ont vu mais c'est difficile de vous recommander des choses peu connues dans le studio Ghibli. Pour moi c'est peut-être le film le plus intéressant de tout le studio, pourtant j'adore les films de Miyazaki mais vraiment celui-ci je trouve qu'il est atypique, original, beau, poétique, intelligent, enfin... Voilà, pour moi, il sort de tous les standards et tous les codes auxquels on est habitué, il fait vraiment du bien. Pour un film sans musique, c'était très difficile pour moi de vous en recommander étant donné que j'en ai vu très très peu. Je crois que le seul à ce jour que j'ai vu sans musique, c'était Tribe, dont je vous avais fait une critique à l'époque lorsqu'il est sorti. Ça reste encore aujourd'hui un des films que je refuse de revoir à cause d'une scène en particulier. Il y a une scène d'avortement. Rien que d'en parler, j'ai un peu des palpitations, j'ai les poils qui se hérissent et tout. Je pense que j'ai une sorte de trauma par rapport à cette scène. Pour autant, je vous le recommande parce que c'est un film qui est très intéressant dans son concept. Je trouve que le résultat est un peu décevant, mais je trouve que rien que pour l'idée, ça vaut le coup de se pencher dessus. C'est un film qui est tourné uniquement en langue des signes, qui du coup ne présente que des sons qui sont naturellement présents et qui n'est pas sous-titré. Et je trouve que c'est très intéressant de revenir à l'essence de ce qu'est le cinéma, à savoir parler avec l'image. Et je trouve que ce soit dans l'idée de faire un film qui soit totalement en langue des signes, que ce soit dans l'idée de faire un film qui n'exploite pas la musique pour faire parler les émotions, ou que ce soit dans l'idée de faire un film qui revient à l'essence du cinéma, à savoir faire parler l'image, je trouve que rien que pour ces idées-là, ça vaut le coup de se pencher dessus. Par contre, je vous préviens, voilà, il y a cette scène d'avortement qui est atroce, et c'est un film très dur.
De mon côté, j'ai très envie, évidemment, de voir Festen de Thomas Vinterberg. Je ne suis pas très originale étant donné que des films sans musique, il n'y en a pas beaucoup et que celui-ci fait partie des plus plébiscités, des plus connus. Et j'aime beaucoup le cinéma de Thomas Vinterberg, même si vous savez que j'ai eu des soucis avec Drunk. J'avais énormément aimé La Chasse. Je suis quand même vraiment curieuse de voir ce film qui fait partie des grands classiques et qui fait partie des films les plus connus de sa filmographie. Un film de 3 heures minimum. Alors... ça va être un vrai challenge pour le coup. Je ne sais pas si ça vous le fait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous aussi vous ressentez ça. J'ai de plus en plus de mal à regarder des films qui font plus de 2 heures. Et surtout quand je ne suis pas au cinéma. Autant au cinéma j'ai pas de problème parce que en gros je n'ai que ça à faire, autant quand je suis chez moi, c'est bête mais j'ai envie de faire autre chose que passer 3 heures sur mon canapé. Mais en plus de ça... je me suis fixé un défi supplémentaire parce que j'ai décidé de compléter mon visionnage de La Flor. La Flor, c'est un film fleuve argentin en 5 ou 6 parties qui fait plus de 13 heures au total. Chacun des épisodes est un portrait, en particulier des portraits de femmes. C'est un film très féministe. En tout cas, l'épisode que j'avais vu, le seul que j'avais vu, était très féministe. C'est un film extrêmement intéressant dans son processus créatif qui a été réalisé sur plus de 10 ans. On retrouve 4 comédiennes qui sont le fil rouge du film et que l'on suit durant 10 années, que l'on voit évoluer au fur et à mesure du processus créatif du film. Et ce que je trouve être encore plus intéressant et magistral, c'est que c'est aussi un film qui non seulement est un portrait de femmes, non seulement est un film féministe, non seulement est un film politique parce que à travers ces portraits de femmes on suit aussi l'évolution de l'Argentine, mais c'est aussi un film d'amateur de cinéma parce que c'est un film méta. Chacun des fragments de La Flor est en fait un style de cinéma différent. Je sais qu'ils explorent par exemple le cinéma d'horreur, ils explorent le drame, ils explorent le western, ils mélangent souvent les genres, mais surtout voilà, ils avaient envie en fait de proposer à chaque fois des archétypes de cinéma différents mis en scène dans chacun de ces fragments, ce qui offre en plus de ça un regard méta sur le cinéma. Je trouve que c'est un projet absolument fabuleux, grandiose, je trouve que c'est un projet artistiquement absolument phénoménal et je me dis que là c'est vraiment l'occasion que je complète mon visionnage parce que déjà la première partie m'avait absolument époustouflée. Pour moi ça fait partie, je pense, des grands moments du cinéma. Vraiment La Flor, je pense qu'on est un peu passé à côté parce qu'en France il a été peu vu, peu distribué, peu marqué, mais je pense que ça fait partie un peu d'un futur monument du cinéma. Il serait dommage de passer à côté. Du coup, je ne peux que vous le recommander aussi. Une autre recommandation, si jamais vous êtes passé à côté de ce film, je ne peux que vous recommander An Elephant Sitting Still, un film chinois. Et pourtant, je ne suis pas très amatrice du cinéma chinois, j'ai tendance à souvent m'ennuyer devant les films chinois. Celui-ci, c'est une pépite, un condensé d'émotions brutes, d'émotions intenses. C'est un film très long dans lequel on suit la vie d'un jeune homme. Et je ne vous en dis pas plus parce qu'en fait, si jamais je commence à vous en raconter, je vous raconte déjà presque 1 heure de film. Dit comme ça donne pas envie, mais je vous assure que c'est un projet qui est vraiment à voir. C'est à la fois lyrique et noir, c'est à la fois brut et poétique. Et c'est évidemment un film, comme beaucoup de cinémas chinois, qui se situe dans un climat social compliqué. On suit des familles qui sont pauvres, on suit une Chine qui est complètement délaissée par le gouvernement, ils sont loin des grandes villes, ils sont un peu loin de tout, dans une pauvreté extrême, sans travail, avec beaucoup de misère. Et enfin, quelque chose qui peut-être hélas le rend encore plus intéressant, c'est que c'est le seul et unique film de son réalisateur, étant donné que dès qu'il a terminé de tourner son film, de le monter, il s'est suicidé. Et c'est terrible parce qu'il n'aura jamais eu l'occasion de voir les retombées, les prix qu'auront eu ce film, parce que c'est un film qui a énormément plu dans les festivals, c'est un film qui a eu beaucoup d'éloges critiques. Et on sent cette atmosphère suicidaire, dépressive, on sent cette atmosphère crépusculaire. Ce film, c'est un chant du cygne, je vous conseille vraiment énormément An Elephant Sitting Still, si jamais ce genre de thématiques et de choses vous parlent. Pour le film expérimental, de mon côté, je vais me pencher sur Holy Motors de Leos Carax, que je n'ai jamais vu, et il serait quand même temps que je rattrape ça, non? Leos Carax, je n'ai vu qu'un seul film de lui, je avais été enthousiasmée, évidemment je ne me rappelle plus le titre. Super la youtubeuse ciné. Mais voilà, je pense que de mon côté, je me ferai Holy Motors parce que c'est quand même un grand classique du cinéma expérimental. Ce que je peux vous conseiller de voir, d'autant plus que ça va être disponible sur Netflix, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il l'avait annoncé récemment, c'est de vous pencher sur le cinéma de Alain Cavalier. Alain Cavalier qui est déjà une personne que j'ai eu la chance de rencontrer lors de mes études en école d'art, qui est un de mes plus gros coups de cœur en termes humains. J'ai trouvé cette personne tellement
touchante, formidable, il incarne tellement le cinéma qu'il représente, il est tellement simple, il est tellement humble et en même temps tellement profond dans ce qu'il raconte. Son cinéma est à la limite entre le documentaire, la fiction et l'expérimental. Il est toujours dans des choses qui sont hybrides, qui sont tissées entre elles. Il a notamment sorti énormément de portraits, que je vous conseille énormément, des portraits de petits métiers qui vont disparaître, qui sont disponibles sur YouTube. Il a aussi sorti l'année dernière, que j'ai là-haut, je pense que vous ne le voyez pas, 6 portraits XL, qui sont du coup des documentaires, comme son nom l'indique, 6 portraits taille XL au cinéma, donc des documentaires sur des petites gens, des gens simples. Les personnes qui ne sont pas mises en avant traditionnellement dans les grandes images, dans le cinéma, lui c'est ce qu'il veut. Mais le film peut-être que je vous recommande le plus, c'est son adaptation de La vie de Thérèse, qui s'appelle tout simplement Thérèse et qui compte la vie de la sainte Thérèse qui vit dans un couvent et qui en fait finit par mourir et qui en fait a été canonisée après sa mort parce que sa dévotion au Christ a été si grande qu'elle est tombée malade de la tuberculose pour rejoindre le Christ, grosso modo. Et vous allez voir qu'il y a ajouté énormément de choses, notamment une romance lesbienne qui est totalement inattendue au milieu. C'est un film dont la forme peut faire très peur parce que c'est un film rigide qui se rapproche parfois presque plus du théâtre. C'est très minimaliste, il y a très peu de décors, il y a peu d'interactions, il y a peu de dialogue. C'est un film d'image, c'est un film très statique aussi, il y a peu de mouvements de caméra. C'est un film qui peut faire peur, mais dans le cinéma expérimental, c'est vraiment une des plus grosses claques que j'ai prises de ma vie. Et en plus de ça, vous avez quand même assez de narration à laquelle vous raccrochez pour ne pas être perdu. Vous n'allez pas être dans un film expérimental à la David Lynch où il n'y est bourré que de symbolique, où vous allez être totalement perdu. Vraiment, ce film, il y a une narration quand même. D'autant plus que je trouve qu'Alain Cavalier est peu connu dans les nouvelles générations au cinéma, on en parle peu. J'ai été très étonnée quand 6 portraits XL est sorti au cinéma il y a 2 ans, il y avait très peu de personnes qui en avaient parlé, donc c'est l'occasion aussi de le remettre en avant. Bon, c'est sans doute la partie du challenge qui m'enthousiasme le moins. Un film de la Nouvelle Vague. Il faut savoir que moi et la Nouvelle Vague, on n'est pas très copains. Je trouve très honnêtement que la Nouvelle Vague a en fait, plutôt que détruit des codes, a instauré une espèce de nouveau fascisme du cinéma. Bon, fascisme, le terme est peut-être un peu fort, mais je trouve que tout ce qui n'a pas été Nouvelle Vague a tout de suite été décrié comme étant ringard. Et je trouve que la Nouvelle Vague, aujourd'hui à regarder, c'est très compliqué. Je comprends l'intérêt que ça a eu, hein, au moment où c'est arrivé, mais personnellement, je supporte très difficilement les films de la Nouvelle Vague. L'exception étant les films de Agnès Varda, parce qu'elle y instaure de la poésie, elle y instaure du sentiment. Elle n'a pas cette froideur, ce détachement qu'ont les films de la Nouvelle Vague en général, elle y instaure au contraire quelque chose de très lyrique, de très poétique. Agnès Varda était aussi une femme comme Alain Cavalier, qui m'a énormément touchée, que j'ai aussi eu la chance de rencontrer, fait partie de mes plus belles rencontres de toute ma vie, et c'est une femme qui va grandement manquer au cinéma, donc si vous n'avez pas rattrapé sa filmographie, je ne peux que vous les conseiller. Il y a aussi énormément de ces films qui sont disponibles sur Netflix, donc surtout n'hésitez pas. Personnellement, moi mon préféré c'est Saint-Ouen Illois, que je trouve être absolument monumental, mais honnêtement vous pouvez vous pencher sur tous ces films. Et elle a aussi fait des films plus artistiques, plus expérimentaux qui ont été projetés dans des galeries, notamment il y avait toute une histoire avec des patates. Elle a fait tout un projet autour de la mer aussi, je vous conseille de vous pencher là-dessus et sur son travail photographique aussi, parce que Agnès Varda c'était une artiste accomplie qui aller dans tous les domaines, et pour avoir vu des expositions d'elle projetées dans des musées, ce sont aussi des projets qui sont vraiment très intéressants. Moi de mon côté, j'ai décidé d'essayer de découvrir La mariée était en noir, parce que ça fait partie d'un des classiques et je me dis c'est pas mal quand même de rattraper des classiques, et peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, hein. Peut-être que ça va être un de ces rares films de la Nouvelle Vague qui arrive à me toucher. En tout cas, j'attends de voir, de me faire surprendre. Dans la catégorie film d'horreur, je vais vous conseiller... Allez, je triche un peu, c'est plus un film de genre au sens large, Je ne suis pas une sorcière. Ce film raconte l'histoire d'une enfant en Zambie qui est jetée de son village parce qu'on prétend qu'elle est une sorcière. Elle va donc rejoindre un village de sorcières qui sont des choses qui existent, et elle va voir comment, à travers cette communauté de femmes, la sororité gagnant, elle va réussir à trouver sa place dans le monde. Ou pas, on verra. Comme dit, j'extrapole beaucoup parce que ce n'est pas un film d'horreur, ce n'est pas un film qui cherche à faire... Mais c'est un film qui emprunte énormément de codes de cinéma de genre, on a beaucoup de choses qui se passent dans le monde des rêves. On va avoir aussi au niveau de l'esthétique beaucoup de choses, dans les rituels, on va avoir des choses liées au monde des sorcières. Et c'est surtout un prétexte pour moi de vous parler de ce film parce qu'il est terriblement, évidemment, féministe, vous vous en doutez, mais il est aussi terriblement politique et très intéressant parce que, encore aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui se font mettre à la porte
sortent de chez elles parce qu'on les soupçonne d'être des sorcières. À travers ce film, on explore aussi la corruption policière et on voit aussi tout le clivage social qui existe entre des très riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres. Et étrangement, c'est un film qui est doté de beaucoup d'humour et de tendresse à certains moments. On a des personnages qui sont presque issus de comédies, au milieu de scènes qui pourtant pourraient être très dramatiques. Je vous conseille donc grandement Je ne suis pas une sorcière, qui est très facilement trouvable en VOD, en streaming, etc. parce que c'est un film qui a été plutôt bien distribué lors de sa sortie. De mon côté, je vais sans doute rattraper le grand classique Les Innocents, que je n'ai jamais vu de ma vie, et il serait grand temps que je le fasse. À la base, pour la petite anecdote, je fais partie d'une association de cinéma sur Toulouse qui s'appelle L'Écran, et on organise sur la fac, normalement, des nuits du cinéma, où durant toute la nuit, on projette des films. Et on avait une nuit de l'horreur prévue, où Les Innocents étaient au programme, et ça faisait plus d'1 an que j'attendais que cette nuit du cinéma arrive pour pouvoir regarder ce film, en plus dans des bonnes conditions, sur le grand écran et tout. Et avec un léger petit incident qui s'appelle le coronavirus, ça a été un petit peu annulé. Donc voilà, merde, je vais pas attendre 107 ans que les cinémas rouvrent, je vais pas attendre 107 ans qu'on puisse faire notre nuit, je vais me regarder Les Innocents toutes seules. Pour la catégorie un remake, je vous avoue que j'ai été un petit peu perdue parce que je savais pas trop ce que j'allais regarder. Je pense que je vais tourner la chose à l'envers, parce qu'en fait il y a plusieurs années j'ai regardé The Thing. Et je me disais mais c'est quand même vraiment pas très bien, je comprends pas pourquoi tout le monde en fait tout un foin. Et en fait je me suis rendu compte à la fin du visionnage que j'ai regardé le remake de The Thing, qui est en fait même pas un remake, qui est une sorte de préquel je crois, qui a été réalisé en 2007 me semble-t-il. Vraiment c'est pas bon, passez votre chemin. Donc je pense que je vais faire les choses à l'envers et je vais plutôt regarder l'original de The Thing. Je vous dis 2021 c'est l'année des rattrapages, c'est l'année où je comble un peu les trous que j'ai dans ma culture, donc ça y est, The Thing c'est le bon moment. Par contre en termes de remake à vous conseiller, je sais pas trop. Personnellement je vous aurais bien conseillé Le Cercle, The Ring, mais c'est pas vraiment une pépite, c'est pas vraiment un film méconnu, parce que je trouve que ce remake est vraiment très bon, il est peut-être même meilleur que l'original. Sinon je vous avoue que je suis un peu perplexe, donc pour le coup je vais utiliser mon joker et voilà. Mais par contre je vous déconseille de regarder The Thing le remake, voilà, ça vous fait au moins un film à éviter. Un film tiré d'une série ou inspiré d'une série. Évidemment, je ne peux que vous recommander de regarder à la fois la série et le film Fargo. La série est excellentissime, ils ont réussi à pousser le concept du film plus loin en créant une saison 2 et 3 qui n'a rien à voir avec l'histoire originale du film, qui du coup se détache totalement de cette narration mais en préservant pour autant les... C'est aussi en termes de réalisation une série absolument magnifique. Et je ne peux que vous conseiller bien évidemment Fargo, un des premiers films des frères Coen, dans lequel on retrouve déjà leur sens de l'ironie, leur sens de l'absurde, mais aussi ce côté très tragique et noir que l'on va retrouver dans des films comme No Country for Old Men. Et en plus de ça, ce sont des films qui sont très féministes, parce qu'on a des protagonistes féminins principaux qui en plus de ça cassent les standards de beauté du genre, parce que notamment dans la série, ils ont fait la protagoniste principale grosse, mais même dans le film, c'est une femme qui a un physique assez particulier et qui n'est pas belle, donc ça fait plaisir aussi de voir des femmes dans des rôles, des positions aussi dominantes et aussi fortes qui sortent des archétypes de beauté. Ce sont des femmes qui sont constamment confrontées au machisme, au patriarcat, au fait qu'on leur fasse pas confiance parce que ce sont des femmes, et un petit peu à la manière de Clarence Sterling, elles vont constamment mettre en doute la parole des hommes et elles vont constamment faire en sorte de prouver leur valeur 2 fois plus que les autres, et du coup je trouve que ce sont des films aussi très féministes. En plus de ça, ce sont aussi des films qui parlent de la misère sociale, qui parlent de l'isolement, qui parlent de régions qui sont totalement désolées dans l'Amérique, qui sont des régions très pauvres, et ça parle aussi énormément de la confrontation avec les communautés amérindiennes qui vivent sur place, donc il y a aussi énormément de sous-textes comme ça qui sont très intéressants. C'est un plaisir à suivre, c'est ultra bien écrit, c'est très bien mis en scène, c'est beau, c'est drôle, c'est mordant, c'est vraiment absolument génial, le film comme la série. De mon côté, je pense que je vais essayer de finir Westworld en série, que en fait j'ai regardé que la saison 1, je sais pas pourquoi j'ai pas continué, parce que j'avais plutôt bien aimé, donc voilà, ce sera aussi l'occasion de finir Westworld, mais aussi de me pencher sur le film qui a inspiré la série, un film des années 60 me semble-t-il. J'ai l'impression qu'il est très intéressant parce qu'il a l'air très avant-gardiste en fait pour son époque, il a l'air de porter beaucoup de messages sur un monde dystopique et sur
toute une réflexion par rapport aux machines, par rapport à l'intelligence artificielle, qui sont en fait des choses qui ont l'air encore très actuelles. Donc je suis très curieuse de voir le Westworld original des années 60 qui a l'air vraiment très pertinent. Un film faisant partie d'une trilogie. Vous savez très bien de quel film je vais parler. Évidemment, le meilleur film de l'univers, à savoir... La momie. Oh et ça va, hein, j'avais droit à un bonus la momie, fallait bien que je le casse quelque part, merde. Puis de toute façon, je me le fais à peu près une fois par an, donc ça ira très bien. Et la momie quoi. La momie, et oui, je sais que c'est une trilogie, et je sais que le troisième il est pas censé exister parce que c'est de la merde, mais... Un film dont le titre est un adverbe ou un adjectif, je vais vous recommander Irréprochable de Sébastien Marnier. Parce que c'est le premier film d'un réalisateur qui est extrêmement prometteur. Il avait réalisé notamment L'heure de la sortie, qui était un de mes coups de cœur lors de sa sortie en 2018 ou 2019. C'est aussi quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, encore une fois, on sent le fait qu'il soit extrêmement sincère dans ce qu'il met dans son cinéma. Je n'ai pas eu l'impression de voir un clivage entre la personne et son cinéma. Irréprochable, c'est un film très intéressant qui est constamment dans la tension, qui est constamment dans les fausses pistes, qui est constamment dans le secret, qui louvoie énormément, et on suit surtout un personnage féminin principal qui a des interactions en fait extrêmement étranges avec une autre femme, et on se demande constamment jusqu'où ça va aller. Et comme son titre l'indique, elle fait tout pour paraître irréprochable alors qu'elle ne l'est absolument pas. C'est un film qui est constamment sur le mensonge et qui est surtout sur les mensonges que l'on bâtit pour préserver les mensonges initiaux plutôt que d'avouer la vérité. C'est aussi un film où on sent déjà des obsessions en termes de mise en scène, notamment une horreur, une tension qui va être apportée en plein jour. Il n'y a aucune scène de nuit, la tension n'est pas créée artificiellement parce qu'on va mettre des ombres, on va mettre de la lumière qui fait peur dans la nuit, et on est vraiment dans cette espèce de nouvelle vague de films de genre qui se déroulent en plein jour, qui sont même dans des ambiances caniculaires. L'heure de la sortie, qui était son deuxième film aussi, qui a aussi énormément de tension, se situe aussi en plein jour. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller Irréprochable, qui est vraiment un film très intéressant, et je vous conseille de suivre Sébastien Marnier sur Instagram et sur Twitter parce qu'il parle de la réalisation de son prochain film, il tease énormément de choses, et son prochain film, ce sera un film sur la destruction de la cellule patriarcale dans une famille où il y a un patriarche très fort. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais moi ça me vend absolument du rêve, il faut voir ce film. Oui, parce qu'en plus de ça, Sébastien Marnier, c'est un mec qui a beaucoup d'engagement politique, il a beaucoup d'engagements qui sont écologiques, qui sont féministes, qui sont pour la représentation des personnes LGBT, donc c'est un cinéma qui est vraiment intéressant à soutenir, et il y a des sous-textes politiques qui sont présents dans Irréprochable, même si c'est moins soutenu et moins montré que dans L'heure de la sortie, qui là est vraiment très politisé dans son propos, mais dans Irréprochable vous avez aussi beaucoup de choses, notamment sur la représentation LGBT, et je ne vous en dis pas plus, mais moi personnellement c'est un projet qui m'avait beaucoup enthousiasmé. Un film dont le titre est issu d'une chanson, j'ai envie de vous conseiller un petit thriller qui était passé plutôt inaperçu quand il était sorti. Je ne trouve pas que ce soit un film exceptionnel, mais je trouve qu'il vaut le coup de le voir. Il s'agit de Elle l'adore. Elle l'adore, c'est l'histoire d'une femme qui se prend d'amour pour son idole et qui va commencer à développer un comportement de plus en plus étrange. Elle va commencer à le stalker, à le suivre, et je ne vous dis pas jusqu'où ça va, mais il y a beaucoup de choses qui vont empirer dans ce domaine-là. Elle l'adore, c'est surtout un film qui vaut pour la performance exceptionnelle de Sandrine Kiberlin. J'adore cette actrice de manière générale, mais je trouve que dans ce film-là, elle est d'une justesse, elle est absolument formidable, et lorsqu'elle est effrayante, elle est vraiment terriblement inquiétante. De mon côté, je vais rattraper encore une fois un classique que je n'ai pas vu, il s'agit de Stand By Me. Évidemment, il serait quand même temps que je le voie ce film. Il est tellement populaire qu'il a réussi presque à faire oublier la chanson de laquelle le titre est issu. Un titre qui comporte une couleur, je triche un peu, mais bien évidemment ma recommandation c'est mon film préféré de tous les temps, toujours Pink Floyd, The Wall. Oui, parce qu'il y a Pink, reste une couleur. Voilà, mais c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, merde. Ce film, à chaque fois que j'ai l'occasion de vous en parler, je vous en parle parce que déjà c'est un film que je trouve trop peu connu, trop mal connu, c'est... Voilà, comme je vous ai dit, c'est l'occasion de vous présenter des pépites. C'est un film que je trouve toujours terriblement actuel parce que c'est un portrait de la montée dans le nazisme et dans le fascisme d'un personnage, et en fait on le suit depuis son enfance qui a été
compliqué, où on sent qu'il y a énormément de traumas qui n'ont pas été réglés, jusqu'à l'âge adulte où c'est pareil, il enchaîne énormément de choses traumatiques, et en fait on a toute l'explication de pourquoi il devient ce personnage-là à la fin, pourquoi il devient cette espèce de pseudo-Hitler. Et surtout à l'heure actuelle, on a une recrudescence comme ça des idées d'extrême droite, surtout en Europe. Je trouve que c'est toujours pertinent de voir des films qui expliquent pourquoi une personne peut devenir comme ça, et qu'on essaye de remettre de l'humain dans ces sujets-là, qu'on essaye un petit peu de trouver les causes pour éviter de reproduire ces choses-là à l'avenir. En plus de ça, c'est un film qui possède des phases en cinéma d'animation qui sont sublimissimes. Je trouve que Gerald Scarfe, qui est du coup l'animateur de ce film, fait un travail qui n'a jamais pu être reproduit par après. Il y a un style qui est unique, qui est original, qui est reconnaissable entre mille, qui est absolument sublime. Il y a des images qui sont très très fortes en termes d'impact. C'est aussi bien évidemment un film qui est porté par la musique des Floyd, donc après on n'aime pas, mais moi je trouve que The Wall est un album absolument formidable et fabuleux, et porté par la cinématographie de Alan Parker, parce que c'est lui qui a réalisé toutes les parties en cinéma, et je pense que Alan Parker est quand même pas un réalisateur qui doit faire ses preuves, n'est-ce pas? Donc si vous n'avez pas vu ce film, c'est un film hybride, c'est une pépite, c'est un film indescriptible, il n'y en a aucun comme lui, et encore à l'heure actuelle, moi j'ai jamais trouvé un film qui a dépassé dans mon cœur Pink Floyd The Wall, parce que à chaque fois que je le vois c'est une claque, à chaque fois. Et de mon côté, je vais tout simplement rattraper Blue Velvet. Voilà, encore une fois dans l'optique de rattraper des classiques que je n'ai pas vus, c'est l'occasion. Et voilà, je crois que cette vidéo a largement assez duré, je vous ferai la deuxième partie la semaine prochaine. J'espère en tout cas que ce format vous a plu, j'espère que ça va vous faire découvrir des choses, et j'espère surtout que je vais réussir à vous transmettre l'enthousiasme que j'ai pour certains films, pour certains projets, et que je vais vous donner envie de vous pencher sur des petites choses, voilà, assez intéressantes. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si jamais en tout cas je vous ai donné envie de voir des choses, c'est vraiment ce que j'espère le plus, j'espère vraiment vous avoir transmis mon enthousiasme. Dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à me dire quelle est votre liste que vous prévoyez pour le challenge, quelles sont vos envies, si jamais les thèmes vous parlent, n'hésitez surtout pas à me proposer des films parce que plus j'en découvre, mieux c'est, et surtout n'hésitez pas aussi à en faire découvrir aux autres personnes de la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve la semaine prochaine pour une deuxième partie, j'espère que ce concept vous plaît. En attendant, n'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter, c'est là où je suis le plus active. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram où je vous propose des anecdotes cinéma illustrées par mes petites mimines, donc ça peut être intéressant aussi. Surtout n'hésitez pas à partager mon travail parce que actuellement je n'ai absolument aucune visibilité par les algorithmes de YouTube et la seule manière que j'ai de me faire connaître c'est vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Salut!